Bonjour et bienvenue sur Radio CSIRT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 25 avril 2025, épisode 269, toujours en direct de l'Indre et j'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et avant de commencer cet épisode, je voudrais vous remercier tous les donateurs de la cagnotte de Radio CSIRT pour le passage en vidéo. J'ai été vraiment profondément touché par vos dons et je tiens particulièrement à remercier un CERT qui est resté très discret, mais qui s'occupe de noms de domaine. Voilà, ça vous donnera une ordre d'idée. Ça m'a beaucoup surpris, ça m'a touché profondément. Je tenais aussi à remercier mon ami Nicolas. Et oui, Nicolas, je sais que la cybersécurité est un échec, mais on y travaille pour que ça ne soit plus un échec. Et à vous toutes et vous tous, donateurs anonymes, on est presque à 50% de la somme. J'espère que d'ici fin mai, on aura fini. Moi, j'ai travaillé sur les travaux sur le studio, j'ai préparé la pièce. C'est pas encore sec, je rame un peu quand même. Mais je voudrais juste vous dire un mot, vous êtes extraordinaire et ça donne de la pêche. Quand on se réveille le matin et qu'on voit ça, on dit waouh, j'en reviens pas. Alors c'est promis, je vous fais un live avec le Bouvier dès qu'on obtient la somme des fameux 5000 €. Même si c'est pas prêt le studio, on fera le live sur le canapé, le Bouvier à côté. Et je vous montrerai comment on prépare un épisode de Radio CSIRT en intégralité. Vous allez voir, c'est surprenant. Vous allez être surpris de voir comment un chien de 55 kg peut se croire être un Yorkshire. Deuxième bonne nouvelle, la SACEM, c'est fait, j'ai signé le contrat. Enfin, après plusieurs mois d'attente, Radio CSIRT a le droit de publier toutes les musiques qui sont au catalogue de la SACEM. Aussi bien au niveau des films que de la musique, etc. C'est génial. Donc, beaucoup de surprises, vous allez avoir plein de sons, ça va être un peu du délire. Je suis juste en train de faire un choix dans le catalogue de la SACEM, mais c'est une excellente nouvelle. Mais revenons à notre programme. Ce matin, nous allons voir 159 CVE exploités dès le premier trimestre 2025, dont 28% dans les 24 heures. SAP NetWeaver, une vulnérabilité 0 day et déploiement de Web Shell. Et bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de Radio CSIRT. Je vous propose de passer en revue une analyse sur les vulnérabilités exploitées depuis le début de l'année et je me suis appuyé sur un article de Hacker News. Alors, il y a des choses que je suis tout à fait en phase avec l'article, puis d'autres choses où je vais vous montrer il y a quelques avis divergents. Le premier trimestre 2025 a été marqué par une intensification préoccupante de l'exploitation des vulnérabilités nouvellement divulguées. On n'a pas moins de 159 CVE qui ont été confirmés comme exploités dans la nature, représentant une augmentation par rapport aux 151 recensés sur le trimestre précédent. Bon, 8 CVE de plus, c'est pas la fin du monde quand même. Mais ce qui est confirmé, alors dans l'article, ils disent que c'est les interpelles, moi je dis que c'est juste confirmé, c'est la vitesse d'exploitation de ces vulnérabilités. Selon les dernières données de VulnCheck, 28,3% de ces vulnérabilités, soit on est sur 45 failles sur les 159, ont été activement exploités dans les 24 heures suivant leur divulgation publique. Ce chiffre illustre une dynamique désormais bien ancrée. Le passage de la connaissance à l'armement ne se compte plus en semaines mais en heures. Bon, là c'est une information de VulnCheck, c'est là où je suis un petit peu moins d'accord avec eux. 24 heures, ils sont un peu à la bourre les gars. Comme on dit, on fait un papier, un organisme de presse le reprend, mais c'est pas ça dans la vraie vie. On est plus proche des 15 minutes que des 24 heures. Et à titre de comparaison, toujours d'après The Hacker News, et leur source VulnCheck, 14 vulnérabilités ont été exploitées dans les 30 jours. 45 autres ont été instrumentalisées dans l'année. Et quand on regarde la typologie des vulnérabilités exploitées, on a 35 failles sur les CMS, donc tout ce qui est WordPress, les Joomla ou les WooCommerce, 29 failles dans les équipements de périphériques réseau, 24 failles dans les systèmes d'exploitation, 14 failles sur des composants open source et encore 14 failles affectant des logiciels serveurs. Alors l'analyse par fournisseur révèle des tendances bien connues. C'est Microsoft qui arrive en tête avec 15 vulnérabilités exploitées, suivi de Broadcom, VMware, ESXi, on a 6 vulnérabilités. Donc vous avez pu le constater dans l'épisode d'hier, je vous ai parlé du framework Attack qui a été mis à jour et les ESXi sont mis dans le nouveau framework dans la version 17. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous recommande soit d'écouter l'épisode, soit d'aller voir l'article que j'ai fait sous LinkedIn. Ça s'appelle de l'autopromotion. Et puis nous avons du Cyber Power Panel, du Lightspeed Technology et quelques routeurs, 4. Mais cette dynamique, c'est grâce au KEV et au rôle de la CISA. Il faut savoir que chaque semaine, en moyenne, on a 11 vulnérabilités exploitées qui sont connues et qui sont identifiées. La CISA enrichit son catalogue avec 80 nouvelles vulnérabilités ce trimestre, dont 12 ne présentaient aucune preuve publique d'exploitation auparavant,
soulignant l'existence de menaces discrètes voire silencieuses. Il faut savoir que près des 26% des serveurs exploités sont encore en cours d'évaluation par le NIST dans sa NVD, comme dirait mon ami Wilfried, qui sont en mort cérébrale, et 3% ont reçu un statut d'FRED, c'est-à-dire des cas nécessitant une analyse prolongée en raison de leur complexité ou de leur ambiguïté technique. Alors, l'exploitation des vulnérabilités comme vecteur d'intrusion dominant, on le voit aussi dans le rapport de Verizon, si vous avez la chance de pouvoir le lire, le DBIR 2025, ça démontre que l'exploitation des vulnérabilités comme point d'accès initial au système a connu une hausse de 34%. Pour Verizon, ça représente environ 20% de l'ensemble des intrusions. Mais Mandiant, pour sa part, a confirmé que ses exploits pour la 5e année consécutive sont de plus en plus fréquents et eux sont à 33%. Vous voyez, ça dépend de la télémétrie qu'ont chaque société de cybersécurité. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'en parallèle, les identifiants volés, donc les fameux credentials, les fameuses bases où on voit un identifiant et un mot de passe, dépassent désormais le phishing en tant que second vecteur d'accès privilégié. Alors, est-ce qu'il faut aller vers une détection plus réactive ? Mais je trouve que malgré toute cette pression qu'on voit aujourd'hui, qui sort à travers les sources OSINT, les capacités de détection des défenseurs s'améliorent quand même. Alors, il y a une information dans l'article qui m'a mis hyper mal à l'aise. Le temps de présence médian d'un attaquant avant détection, le dwell time, est actuellement estimé à 11 jours, en légère hausse par rapport aux 10 jours observés en 2023. C'est-à-dire que l'article nous fait croire qu'en 10 jours, la majorité des entreprises est en capacité à détecter qu'il y a un attaquant dans leur système d'information et qui sont en train de se faire compromettre. 10 jours, 2 semaines. Je ne sais pas dans quelle planète ils vivent au niveau de leur rapport. Alors, soit ils sont payés, il y a un truc, quoi. Mais là, je pense qu'ils sont dans le complot. Mais si on est capable, en 10 jours, de détecter un attaquant qui compromet en moyenne votre système, etc., vous êtes bon, hein. Vous êtes plutôt assez doué, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui seraient à la recherche de gens comme ça, qui seront en capacité à faire ça en 10 jours. Alors, évidemment, ça a une nécessité pour nous de changer de paradigme. On avait un panorama qui appelle une réflexion qui est extrêmement plus profonde sur nos cycles de patching. Notre capacité de détection précoce et notre posture de défense proactive, est-ce qu'elle doit rester la même ? La fenêtre de vulnérabilité, elle s'est dramatiquement réduite à moins de 24 heures. Je dirais même qu'on est à pratiquement 15 minutes si je prends le cas des vulnérabilités Ivanti. On a vu les premiers scans arriver. Aujourd'hui, c'est clair qu'une vulnérabilité exploitée, c'est une priorité. C'est une P0. C'est pour ça que cet épisode de Radio C-Sort est un peu court, parce que quand j'ai lu l'article, il y a des choses hyper intéressantes. Je vous recommande de le lire. C'est assez sympa. On voit le niveau de maturité du journaliste. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on n'est pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand vous avez une vulnérabilité qui sort avec un POC, une RSE qui est documentée, mais il faut que quelques minutes avec une IA pour générer le tooling qui est nécessaire pour faire l'attaque, ou pour vérifier que quand vous allez faire le scan des IP, l'IP va répondre avec potentiellement cette vulnérabilité. C'est connu, ça se fait, ça marche plutôt bien. Je suis assez surpris de l'article qui nous dit que l'heure n'est plus à la réaction, mais à la préemption face à des menaces toujours plus rapides, industrialisées et ciblées. Ce qui ne veut absolument rien dire. Tout le contraire, pour moi, pour une équipe de patch management, pour une équipe de réponse à incident, une vulne sort, il y a un POC, on vérifie immédiatement si dans son parc et si dans ses assets exposés, vous pouvez être, entre guillemets, compromis. Et après, il y a la deuxième phase, est-ce qu'un insider, donc une personne interne, peut être complice à son insu, pas forcément de façon volontaire, pour permettre l'exploitation de cette vulnérabilité ? C'est la base, quoi. On a une vulnérabilité 0-day qui est exploitée pour déployer des web shells dans SAP NetWeaver. SysSecurity.news nous informe qu'en avril 2025, on n'a pas la date exacte, une vulnérabilité critique non documentée a été identifiée dans SAP NetWeaver, exposant de nombreuses organisations à des cyberattaques ciblées. Les attaquants ont exploité cette faille pour déployer des web shells JSP leur permettant un accès non autorisé au système, y compris ceux à jour avec les derniers correctifs. Alors, c'est une exploitation c'est une vulne RFI, ce qu'on décrit une Remote File Inclusion. La faille se situe au niveau de l'endpoint. C'est au Development Server /Metadata Loader. Destiné au traitement de fichiers de métadonnées, les attaquants ont exploité cette vulnérabilité du type Remote File Inclusion pour permettre l'upload et l'exécution arbitraire de fichiers via des requêtes HTTP POST. Les web shells ont été placés dans les répertoires suivants. Alors, je vous recommande l'article parce que là, c'est trop long à lire. C'est J2E, Cluster, App, SAP.com, IRJ, Serverlet JSP, IRJ, route. Une fois en place, ces web shells, notamment le helper.jsp et le cache.jsp, permettaient l'exécution de commandes via de simples requêtes HTTP GET,
Ces scripts donnaient un contrôle total sur le système compromis, facilitant l'exécution de code, l'upload de fichiers additionnels et l'exfiltration de données sensibles. Il faut savoir que ces web shells utilisaient des bibliothèques Java standard pour interagir avec les processus système et affichaient des résultats de commandes directement dans le navigateur. Alors quand on regarde un peu plus les outils et les techniques qui ont été post-exploitation, après l'accès initial, les attaquants ont intensifié leur action via du Brutratel. C'est un framework commercial de command and control, un fameux C2, chargé sur le serveur via le web shell. Les attaquants ont écrit du code C# dans un fichier déplacé, ce fichier vers le répertoire programme data, puis l'ont compilé avec l'utilitaire msbuild. Et ensuite, Brutratel injectait du code dans le processus dllhost.exe, exécutant les charges utiles en mémoire. Quelque part, c'est une dinguerie, quoi. Et après, il y avait ce que j'appelle le deuxième étage de la fusée. Il y avait le Evans Gate. C'était pour contourner les systèmes de détection. Les attaquants ont utilisé cette technique modifiant le contexte d'exécution pour basculer entre du code 32 bits et 64 bits. Cela reposait sur l'appel API Windows NT7 Context Thread qui permettait de masquer l'activité malveillante. Ouais, c'est chaud quand même. Une fois que t'es compromis, t'es mal. Donc, le contexte et toute la portée de cette compromission, c'est que SAP NetWeaver est massivement utilisé dans des environnements gouvernementaux et les grandes entreprises, ce qui fait quand même une très belle cible de choix, aussi bien pour récupérer de l'information que de l'argent. Et les attaquants ont été constatés que même sur des systèmes qui étaient mis à jour, ce qui confirme la présence d'une faille 0day ou d'une variante non signalée d'une vulnérabilité connue, comme la CVE 2017-9844, cependant, des analyses suggèrent qu'il s'agit bien d'une faille RFI inédite. Alors, des courtiers d'accès initiaux pourraient être impliqués revendant potentiellement l'accès au système compromis. Je vais faire un petit focus sur ce que c'est les courtiers d'accès initiaux, ou Initial Access Broker. On appelle ça des IAB dans notre jargon. Ce sont des cybercriminels qui sont spécialisés dans la compromission de systèmes informatiques, mais leur objectif principal, c'est pas d'exploiter eux-mêmes cet accès. Leur activité va consister à infiltrer des réseaux d'entreprises, puis à revendre ces accès à d'autres groupes de cybercriminels. Ils vont faire de la reco, mais juste la reco de base. J'ai un accès VPN, je mets un accès persistant sur ce VPN qui est compromis, et après, je ne vais pas plus loin. Je vais le vendre à un autre groupe de cybercriminels qui va être spécialisé par rapport au secteur d'activité où je suis rentré. Et concrètement, ils agissent comme des fournisseurs sur le marché noir. Ils identifient des failles de sécurité, y accèdent, puis mettent ces accès en vente sur des forums, alors ce qu'on appelle le dark web, des forums clandestins. Et ces acheteurs peuvent être des groupes de ransomware, des acteurs étatiques. On a vu la Chine qui a été condamnée le mois dernier. On a un certain nombre de groupes de ransomware qui achètent des accès, c'est 100 000 $. Vous avez des accès qui sont intéressants. Le gouvernement chinois, c'est 100 000 et on avait quelques traces sur des forums du dark web. On était entre 80 et 120 000 $ suivant le type d'accès. Alors, ce modèle, il divise le travail criminel. Les IAB se spécialisent sur ce qu'on appelle la porte d'entrée, tandis que d'autres se chargent des attaques finales. Et cette pratique rend les attaques plus efficaces et difficiles à anticiper. C'est pour ça que dans l'article précédent, quand on vous dit on détecte quelqu'un qui a un accès légitime sur votre VPN et au bout de 11 jours, vous l'avez détecté, vous l'avez sorti de votre système, ouais, bien sûr. C'est comme la marmotte, hein. Elle met le chocolat dans le papier d'aluminium. Hein. Non, ça n'existe pas, c'est dans les films, ça. Donc, SAP NetWeaver est régulièrement évoqué sur les forums cybercriminels. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Ça accroît la menace, ça fait beaucoup de bruit. Et il y a quand même des recommandations de sécurité. Ouf. Parce que vu qu'on est sur une zero day, SAP a tout de suite réagi. Alors, il vous demande de désactiver le Visual Composer et l'alias d'application Development Server ciblé dans cette chaîne d'attaque. Restreindre l'accès à l'endpoint Development Server Metadata Uploader pour des règles de pare-feu. Centraliser et surveiller les journaux à la recherche d'activités suspectes, la base, en particulier les uploads non autorisés dans le répertoire mentionné. Et bien entendu, de scanner les systèmes à la recherche de web shells connus, notamment les fichiers helper.jsp et cache.jsp. C'est à lire. Vous avez du SAP NetWeaver dans votre entreprise. Moi, je vous recommande l'article. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du vendredi 25 avril 2025 touche à sa fin. Il est extrêmement court, mais j'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. J'ai pas mis les CVE qui étaient apparus dans feed.io. Ils ont des erreurs. Ils disent que c'est des produits type Fortinet, D-Link, alors que c'est des produits Planète. C'est assez surprenant. Ils ont un petit problème sur leur flux. Donc j'ai évité de me mettre de la fausse info. J'en suis à mon 3e enregistrement parce que je vérifie quand même à chaque fois. Et là, j'ai dit, bon, je le mets pas.
Mais ce sera sans doute pour demain. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez de cette journée. Et on se retrouve demain, ou peut-être avant. J'ai peut-être un épisode spécial en cours. Je vous tiens au courant. Petite surprise. Au revoir.